et bien d'autres châteaux, puis des mots. Quand un écrivain prend la plume, ses responsabilités sont considérables. Histoire vivante, proposée par Irène Chaland et Jean Leclerc. Ah oui, j'ai vécu en face des châteaux, à Rosenborg, à Copenhague, d'autres châteaux, puis des chaumières, et puis des cellules, donc je connais bien des châteaux. À ce moment, la porte s'ouvre, et M. Céline vient vers moi à pas rapide, et puis il dit « Non, monsieur, je ne puis rien vous dire, je suis dans un état effroyable, je suis malade, je suis très malade, n'est-ce pas ?» Alors évidemment, les écrivains qui conçoivent l'art comme un instrument au service de la perpétuation de l'ordre social, du maintien de l'ordre social, se sentent d'emblée proches du régime de Vichy, dont c'est le programme. D'ailleurs, font partie des idéologues qui vont définir ce programme. Il est difficile de changer le style, c'est même impossible. Moi, je ne crois pas que ça me soit arrivé. De toute façon, d'une manière générale, c'est que ceux qui croient être les plus proches, ceux qui sont les spécialistes de Céline, sont ceux qui lui font le plus de mal. Il procède à une inversion qui, pour le coup, est véritablement satanique, puis il se présente comme une victime. Au fond, le juif, c'est lui. Et je croirais en disant que j'ai été injustement traité. J'ai été dépouillé, dévalisé, pillé, salopé, ignominié de tous les côtés, pour des gens qui n'en valent pas la peine. Voilà exactement ce que je pense. Cette semaine, Céline. Du voyage à Meudon, itinéraire du docteur Détouche. Pourquoi certains écrivains ont-ils collaboré sous l'occupation ? Combien l'épuration va-t-elle faire de morts ? Dans le milieu littéraire, comment les choses se règlent-elles ? Comment pratiquer la diffamation indirecte ? Être autorisé par l'ennemi, est-ce pactiser avec l'ennemi ? Qui se montre farouche procureur ? Qui veut être condamné d'avance ? Qu'est-ce que l'article 75 ? Qui va attaquer au tracteur ? Qui va se rendre 25 terres, route des Gardes ? Qu'est-ce que c'est être en face de la chose ? Ce sont là quelques-unes des questions que nous aborderons aujourd'hui dans cet épisode intitulé « Aux armes, etc. ». Pourquoi certains écrivains ont-ils collaboré sous l'occupation quand d'autres ont choisi de résister et d'autres encore d'embrasser la cause d'un pétainisme triomphant ? Rien de ce qui s'est joué sous l'occupation n'est étranger aux querelles littéraires d'avant-guerre, rien de ce qui se jouera ensuite n'est compréhensible sans la guerre. Ce qui se jouera ensuite. Vers la fin de la guerre, au moment où les positions allemandes sont de plus en plus fragilisées, au moment où le vent a bel et bien tourné, se déroule en France une véritable chasse à l'homme contre ceux qui sont jugés collaborateurs. C'est le temps de l'épuration. Elle existe dans toute la France. L'avantage de la situation, elle est d'apparence claire et nette. Elle ne souffre aucune contestation. Il y a le camp des bons et le camp des traîtres, ou des maudits, ou des pourris, les expressions varient. Les châtiments aussi. Cela va de la tonte à la tôle, et aussi à l'exécution. L'Institut d'histoire du temps présent donne pour 84 départements ces chiffres: 8775 exécutions sommaires lors de l'épuration extrajudiciaire, auquel il faut ajouter 800 condamnés à mort par la Haute Cour de justice. Le chiffre varie entre 791 et 767 suivant les enquêtes, et 769 morts par les cours martiales. Le milieu littéraire, lui, ne va déplorer que peu de cas. 5 écrivains célèbres sont condamnés à mort, dont 3 sont exécutés. Robert Brasillac, directeur de Je suis partout, Paul Chac, officier de marine et historien, et Georges Suarez, directeur d'Aujourd'hui. Quant aux condamnations de Lucien Rebattet et Henri Béraud, elles seront commuées en peine de travaux forcés. Pierre Drieux-La Rochelle se suicide en mars 1945. D'autres,
qui auront su se faire un peu oublier et laisser passer du temps, seront finalement amnistiés, parmi lesquels Louis-Ferdinand Céline en 1951. 1953, c'est l'année de l'amnistie générale et de la reparution, après bien des polémiques, de la Nouvelle Revue Française. Mais dans cette guerre des écrivains qui va se poursuivre jusqu'en 1953, où l'on veut en finir avec ces vieilles histoires, les institutions littéraires elles-mêmes vont jouer un rôle majeur. Elles sont au nombre de 4. L'Académie française, l'Académie Goncourt, l'ANRF et le Comité national des écrivains. Je crois que dès que le Comité national des écrivains est passé de la clandestinité à ciel ouvert et est devenu un organisme qui ne se cachait plus. Le temps des règlements de compte est en train de s'écrire. Claude Roy, écrivain. Je crois que les problèmes ont commencé là, parce que le désaccord a été évident très vite sur la notion. On n'avait pas employé le mot épuration, mais la première épuration dans la vie, c'est à qui est-ce qu'on n'a plus envie de serrer la main. Ça, c'est la chose simple. Si on institutionnalise, si on légifère à partir de ce point de départ, alors là, les problèmes se posent, et ils se sont posés tout de suite, parce qu'il y avait un désaccord évident entre Aragon et Vercors, entre Aragon-Vercors et Jean Paulhan, et entre Claude Morgan et Aragon souvent, les désaccords étaient évidents dès les premiers jours ou les premières semaines, que ça allait tourner aux empoignades, aux querelles vaines, aux déclarations non suivies des faits, et à une espèce de querelles internes doublées de règlements de comptes qui n'étaient pas très sympathiques, évidemment. On va donc régler ses comptes dans le milieu des écrivains. Au CNE, Comité national des écrivains, sous houlette communiste, 2 hommes, Aragon et Jean Paulhan, font apparemment la pluie et le beau temps. Tout à fait. Lucien Scheller. Les communistes avaient tous à peu près le même point de vue. Donc ils s'alignaient derrière Aragon. C'était un peu fatal. Non pas par copinage, mais par conviction. Bon. Les autres, c'était plus sentimental, je crois. Un exemple parmi 100 du climat et des actes. François Mauriac envoie une lettre à Jean Paulhan, ancien patron de la NRF avant la guerre, dans laquelle il désigne Claude Roy comme résistant de la 24e heure. Et puis, il laisse planer le doute sur Claude Roy, sans renier sur ce qui relève alors ni plus ni moins de la diffamation. Oh, écoutez, il y a eu bien pire. Claude Roy. Il y a eu bien pire. Non, c'était. Mauriac n'était pas toujours la gentillesse même. Je veux dire qu'après, beaucoup plus tard, j'ai retrouvé Mauriac. Il m'a demandé de venir le voir à Malaga, et je dirais pas qu'il s'est excusé, mais il m'a dit que je me suis laissé entraîner un peu loin. C'était peut-être un peu de légèreté, vous savez. Il avait la dent dure, et après il retirait sa dent de la plaie très vite, mais il avait mordu d'abord. On m'a souvent reproché, ou enfin, on m'a souvent rappelé malignement 2 phrases. François Mauriac. 2 phrases que j'ai dites sur lui dans un article du Figaro, mais elles datent de juin 40. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y avait plus jamais, à partir de la fin de juin. Et en réalité, je me suis tu dès que j'ai commencé à comprendre ce qu'était Vichy. Les injures reprennent contre moi. Je l'avais prévu. C'était un rythme, et un rythme dur. Les confrères profitent pour m'atteindre de mon amitié pour Breker. Arnaud Breker est le sculpteur du Troisième Reich. Jean Cocteau, 8 septembre 1944. Sartre, lui, est accusé d'avoir fait jouer sa pièce « Les Mouches » avec l'aval des autorités nazies. Je vous dirais que j'ai demandé l'autorisation de faire jouer Les Mouches. Jean-Paul Sartre. Au CNE, c'est-à-dire au Comité national, au CNR de la Résistance, au Comité littéraire,
suis écrivain et qu'elle m'a été accordée. Et qu'en plus, il y a eu dans le journal des lettres françaises de ce même groupe une critique des mouches, élogieuse et compromettante d'ailleurs, puisque on disait ce que je vais vous dire en clair. Oui, je me souviens, c'était la première. Maurice Nadeau, écrivain, éditeur. Avec le sentiment qu'on assistait à une pièce à laquelle les Allemands ne comprendraient rien, on est toujours pris un peu pour des imbéciles, et qui allait... les sous-entendus étaient permanents. Les sous-entendus, c'était une pièce contre eux. En fait, c'était pas ça. Mais on pouvait y mettre, en effet, tout ce qu'on voulait. Je me souviens que le lendemain, en effet, j'ai lu les journaux, j'allais à mon école qui était dans le 13e, et j'attendais l'autobus, ou je sais plus ce qu'il y avait comme autobus, enfin, ou comme machin à gazogène, en lisant le journal, le quotidien qui était Aujourd'hui. C'était un journal qu'on pouvait lire, comme collaborationniste. Et il y avait un article d'Alain Lobreau descendant les mouches. Et lui, il avait très bien compris de quoi il s'agissait. C'est-à-dire qu'on était dans l'ambiguïté. Hein. Il faisait représenter les mouches. Il y avait, je me souviens, le parterre d'officiers allemands, à la représentation, à ce théâtre qui avait été débaptisé, que Sarah Bernard s'appelait le théâtre de la Cité. Et en même temps, ça avait en effet un côté, par le recours au mythe, au fond, ça avait un côté anti-allemand, si on veut, enfin, en grossissant un peu les effets. Vous savez que les listes noires étaient faites un peu selon les caprices d'Aragon. Hein. Noël Arnaud, écrivain, éditeur. Il a dédouané des tas de gens. Il a dédouané Pierre Benoît, qui a été un collabo notoire, et qui était même, je crois, président du comité France-Allemagne, tout ça. Il a dédouané, j'en suis très heureux d'ailleurs, Fréhel. Hein. Bon, il a dédouané Aragon, de son propre chef. Il a dédouané beaucoup de collabos. Mais il en a voulu à mort à ce pauvre Armand Robin, qui était pourtant bien insignifiant au milieu de tout ça. Il l'a emmerdé. Dans quelques instants, retour à Histoire vivante, juste après quelques nouvelles de la route. Infotrafic, RTS. Soyez prudents si vous circulez sur l'autoroute Lausanne-Genève. Une échelle est tombée sur les voies entre la jonction de Nyon et de Coppet en direction de Genève. Histoire vivante, cette semaine, Céline. Aujourd'hui, aux armes, etc. Armand Robin, nous en avons parlé ici même. Un drôle de gugus. Très doué pour les langues, il en comprend 26. Armand Robin est embauché par le ministère de l'Information du régime de Vichy comme collaborateur technique au service des écoutes des radios en langues étrangères. Il rédige un bulletin d'écoute radiophonique. Placé sous la surveillance de la Gestapo après dénonciation, Armand Robin quitte son poste et prend contact avec la résistance pour laquelle il réalise des écoutes clandestines à son domicile. Après la guerre, Armand Robin poursuivra ses écoutes et écrira un essai sur la propagande intitulé « La fausse parole ». Voilà, parce qu'il donnait lieu à être mis sur la liste noire, parce qu'il fournissait tout le monde en bulletin d'écoute. Maurice Nadeau. Aussi bien l'humanité, les communistes, qu'à l'époque, le gouvernement de Vichy. Enfin bon, le ministère de l'Information plutôt, pas le gouvernement directement, mais le ministère de l'Information qui dépendait de Vichy. On dit, collaborateur, etc. Comme il était anti-Aragon et qu'il avait tonné contre la formation du Comité national des écrivains, alors l'occasion était bonne de le marginaliser. Et bon, lui ne demandait que ça d'ailleurs. Marginal, très bien, et au contraire, enfin, il en remettait. C'est en effet Armand Robin en personne qui demandera à être inscrit sur la liste noire complémentaire du Comité national des écrivains par rejet pur et simple du communisme. Je me porte candidat d'avance pour toutes les listes noires. Une liste noire où je ne serai pas m'offenserait. Armand Robin,
5 avril 1946. Pierre Benoît, Jean Giono, Marcel Jouandeau seront pour chacun d'entre eux mis sur la liste noire, condamnés, puis relâchés. Lettre envoyée au comité directeur du CNE. Chers amis, l'épuration mène la vie dure aux écrivains. Les ingénieurs, entrepreneurs et maçons qui ont bâti le mur de l'Atlantique se promènent parmi nous bien tranquillement. Ils s'emploient à bâtir de nouveaux murs. Ils bâtissent les murs des nouvelles prisons où l'on enferme ceux qui ont le tort d'écrire que le mur de l'Atlantique était bien bâti. Jean Paulhan. Oui, je crois que son souci, si j'interprète un peu son attitude... Maurice Nadeau. Son souci était de préserver la littérature. Il avait quand même une certaine idée de la littérature qui lui faisait penser que toutes ces histoires politiques ou... Enfin, l'occupation, c'était pas seulement une histoire politique, c'était quand même quelque chose de plus grave. Mais enfin, que ça n'avait pas tellement d'importance si on pouvait préserver l'essentiel. L'essentiel pour lui, c'était la littérature. Alors, il l'a vu, à la Libération, qu'on se mettait à emprisonner, pas exécuter, parce qu'il y en a eu très peu. Il y a eu Brasillac, et puis c'est à peu près tout, le reste des journalistes. Il a pris peur, il a dit où est-ce qu'ils vont aller, et puis en plus que le CNE, le Comité national des écrivains, avait une politique tout à fait partisane. Au fond, c'était Aragon et ses amis. Par exemple, Monterland avait collaboré, avait écrit des insanités, on n'y touchait pas. Enfin, il y avait des deux poids, deux mesures, et Paulhan a bien fait, je crois, de dire, enfin, vous allez un peu fort, vous allez un peu loin. Dominique Horry, alias Pauline Réage, futur auteur d'Histoire d'eau. Je comprends Drieux qui se suicide. Encore n'avait-il rien fait qui méritait ni qu'on le tue, ni qu'il se tue lui-même. Mais quand on s'est mis dans une situation où on ne peut plus se supporter et où les gens ne peuvent que vous cracher au nez, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut fiche le camp dans un pays lointain, sous une autre identité, refaire une autre vie? Est-ce qu'il faut se tuer? Est-ce qu'il faut se faire tuer? Je suis incapable de répondre. Mais je trouve naturel que la question se pose. Arriver à vivre avec soi-même lorsqu'on est vomi par le pays entier ou à peu près, ça doit être quelque chose d'absolument atroce. Il était, je pense, buté dans son... Il aurait mieux fait de rester comme... Enfin, on ne sait pas. La vieille dame du bout du quai, l'Académie française, a des comptes à régler avec ses académiciens. Pétain d'abord. Et puis Abel Bonnard, dont Pétain fit un ministre. Et puis Abel Herman, qui nous enseigna la collaboration. Et puis Charles Maurras, et puis peut-être quelques autres. Pour Maurras, la justice a agi. À Lyon, on a vu Maurras, assisté de Maurice Pugeot comme d'une ombre endormie, passer devant la cour. Accusé de crime contre la patrie, on l'a vu ergoter, menacer, trépigner, opposer le fatras de ses abstractions, de ses sophismes et de ses diatribes rageuses. Il a sauvé sa tête, mais la patrie l'a condamné. Ce qui est vrai, c'est que les hommes d'affaires, les gens qui gagnaient de l'argent en collaborant à la construction du mur de l'Atlantique, Claude Roy, se sont en général mieux tirés qu'un certain nombre d'écrivains. Mais dans les gens qui ont été fusillés ou exécutés sommairement ou condamnés, les écrivains ne sont pas à majorité après la libération. C'est pas vrai. Et les écrivains qui ont été condamnés l'ont été en général, non pas simplement pour des actes de trahison, mais pour des actes simplement de dénonciation et de dénonciation de juifs, par exemple. La phrase horrible de Brasillac, il ne faut pas garder les enfants parce qu'il ne faut pas faire le détail, c'est une phrase qui reprenait de Laval, c'est une phrase abominable. Je dois dire qu'elle me fait froid dans le dos encore quand je la relis aujourd'hui. Les crimes de la libération, du reste, il faut les ramener à une juste proportion. Je les regrette, je ne les excuse nullement. René Tavernier, père du cinéaste, membre du Comité national des écrivains. Je n'ai moi-même participé à aucun acte de justice, entre guillemets, à la libération. J'ai fait partie d'un tribunal d'exception, lequel a fait comparaître
à un personnage qui s'appelait de son nom de plume Tancrède de Visan, ce qui m'émouvait parce qu'il était cité dans un poème d'Apollinaire. Et cet homme avait perdu son fils unique à la guerre. Et cet homme avait écrit des articles tout à fait regrettables, pas criminels mais très regrettables. Et je lui ai dit, monsieur, vous avez perdu un fils à la guerre, vous avez osé écrire ça, partez. Il a fondu en larmes, il est parti. Après quoi, j'ai décidé que je ne participerai plus à aucune de ces caricatures de justice. Il y a aussi des procès. Ainsi, celui fait aux responsables du journal collaborationniste « Je suis partout ». Alors ils étaient 3 dans le box, il y avait Rebatté, Cousteau et Jeantet, je crois. Roger Grenier. Et les 3 avaient une attitude tout à fait différente. Bon, vraiment Rebatté était un personnage qui inspirait l'antipathie. Cousteau, il avait une attitude très bien finalement, il disait, bon, vous allez me condamner à mort, je vous emmerde. Bon. Et l'autre, Jeantet, était dans le fond le plus intelligent, parce qu'il a fait l'idiot. Il a fait l'idiot comme s'il ne comprenait rien, bafouillé, etc. Et alors, Jeantet, il a un peu fait ça, puis il avait l'air vraiment idiot. Et alors, le résultat, c'est que Rebatté et Cousteau ont été condamnés à mort, Jeantet n'a pas été condamné à mort, il a été condamné aux travaux forcés. Et comme il y en avait un des 3 qui n'était pas condamné à mort, le président a été obligé de gracier les 2 autres. C'est lui qui a sauvé les 2 autres, dans le fond. Vous savez que finalement, il a fait plus de prison que... François Gibault, biographe de Louis-Ferdinand Céline. Que la condamnation prononcée contre lui, puisque en 51, le tribunal... en 50, d'abord, le tribunal va le condamner à 1 an de prison. Par défaut. Ce qui montre... je sais bien qu'un certain nombre d'années se sont écoulées depuis la libération, enfin ce qui montre qu'en définitive le dossier qu'on avait réuni contre lui n'était pas considérable, puisqu'il n'a qu'un an de prison par défaut, c'est-à-dire sans avoir pu être défendu. Céline peste après un certain article, l'article 75. C'était l'article qui réprimait à l'époque la trahison, avec peine de mort à la clé. François Gibault. Mais... à la fin de l'instruction, le parquet général a considéré qu'on n'avait pas du tout établi la trahison, et c'est lui-même qui a disqualifié, il y a même un premier avocat général qui voulait rendre un non-lieu. Et puis, il a été désavoué par la chancellerie, on a nommé un second avocat général, qui n'était pas pour le non-lieu, mais qui était pour une disqualification. Alors on l'a finalement poursuivi pour l'article 83, qui était... les entreprises les actes ayant facilité les entreprises de l'ennemi. Alors à ce moment-là, il n'était plus passible que de 5 ans de prison, et il n'était plus poursuivi pour trahison. Il n'encourait plus la peine de mort, et l'article 75 était abandonné. Histoire vivante, cette semaine, Céline. Aujourd'hui, aux armes, etc. Avant de revenir au cas Céline, réfugiée dans sa maison, pour ne pas dire son capharnaüm de Meudon, aux abords de Paris, un premier temps pour redire la situation dans l'immédiate après-guerre concernant ses milieux intellectuels. Gisèle Sapiro, chargée de recherche au CNRS, docteur en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales, spécialiste des écrivains et des institutions littéraires dans les années noires, a longuement étudié ce dossier à travers un ouvrage, sa thèse, La guerre des écrivains. J'ai voulu en fait comprendre les conduites des écrivains sous l'occupation en les rapportant aux logiques propres au monde des lettres. On a souvent tendance à surpolitiser les attitudes des écrivains, même quand elles sont politiques, alors que les raisons ne sont pas uniquement politiques. Les écrivains s'engagent toujours en tant qu'écrivains. C'est un prolongement de leur pratique professionnelle. C'est en rapport avec leur conception de l'art. Et c'est souvent une dimension occultée. Et donc, les choix politiques, souvent, sont dans le prolongement de
de querelles esthétiques, de rivalité entre générations. Enfin, il y a des données un peu structurelles comme ça. Bon, les jeunes sont plus subversifs, veulent s'opposer à leurs aînés, donc. Alors cette jeune génération, elle est organisée, orchestrée par Aragon. Ce sont surtout des poètes, mais pas seulement. Il y a en zone sud, il y a Segers, il y a Pierre-Emmanuel, il y a des gens qui sont devenus très connus après. Et puis en zone nord, surtout, on a toute l'avant-garde de la maison Gallimard, c'est-à-dire on a Sartre, on a Queneau, on a Léris, Jean Tardieu, qui vont rejoindre Jean Paulhan au Comité national des écrivains dans la résistance littéraire. Alors évidemment, les écrivains qui conçoivent l'art comme un instrument au service de la reproduction, de la perpétuation de l'ordre social, du maintien de l'ordre social, ou qui veulent mettre l'art au service de la morale, se sentent d'emblée proches du régime de Vichy, dont c'est le programme. D'ailleurs, font partie des idéologues qui vont définir ce programme. Quand un écrivain prend la plume, ses responsabilités sont considérables. Lucien Rebattet, collaborateur à Je suis partout. À la base de presque tous les grands mouvements révolutionnaires du monde, il y a eu des hommes de plume. Regardez Saint-Paul. Saint-Paul, c'était un écrivain. Regardez la Révolution française. Regardez le protestantisme. Donc, l'écrivain, à mon sens, a une très grande responsabilité. Mais encore une fois, nous avions vu que les jugements étaient distribués selon une méthode véritablement perfide. Les gros trafiquants qui avaient gagné des milliards avec les Allemands, eh bien, ces gens-là, je vous dis, s'en tiraient avec 3 ans de prison. Nous, c'était la condamnation à mort. Rebattet, c'est un cas intéressant du point de vue de ce qu'on disait tout à l'heure. Gisèle Sapiro. On voit bien cette jeune garde qui veut se saisir des places libérées à Paris par les aînés qui refusent de collaborer à la presse collaborationniste. Et Rebattet représente aussi ceux qui vont essayer de s'opposer au moralisme vichiste et de se faire passer pour une avant-garde. Donc il se réclame de Céline et tente de se faire passer pour une avant-garde politique et littéraire. Depuis 1940, on a cessé de reprocher aux écrivains d'avoir des responsabilités dans la défaite. C'est la querelle des mauvais maîtres, telle qu'elle a été baptisée à l'époque. On leur reproche d'avoir contribuer à la corruption de la jeunesse, à l'immoralisme, au défaitisme, d'avoir propagé du pessimisme. Enfin, évidemment, on reproche ça à qui ? À Gide et à la Nouvelle Revue Française. Et parmi ceux qui reprochent, qui attaquent les écrivains, donc les plus reconnus de l'entre-deux-guerres, aux premières lignes, il y a Lucien Rebattet qui reproche aux écrivains de ne pas avoir assumé leurs responsabilités. Alors il le fait différemment que les conformistes académiciens comme Henri Bordeaux en zone sud, mais il le fait quand même, et il le fait d'une manière, disons que sous l'occupation, dans les conditions de production de l'occupation, les attaques contre Mauriac, par exemple, ou contre d'autres, ça tourne à la délation. C'est Paul Bourget qui avait appelé à la notion de responsabilité sociale. Mais dans la bouche de Paul Bourget, il s'agissait tout simplement de mettre la littérature au service de l'ordre social. C'était ça la responsabilité pour Paul Bourget, pour Henri Bordeaux. C'est cette notion qu'on a. Et quand en 1940, on reproche aux écrivains d'être responsables de la défaite, c'est ce même sens-là. C'est ce sens, l'écrivain a devoir d'éclaireur, de maître, justement, sa querelle des mauvais maîtres. À la Libération, ça se renverse, et c'est Sartre qui a contribué, entre autres, mais pas seulement. Justement, on dit, et surtout après, quand on commence à découvrir les atrocités de la Shoah, tout d'un coup, la responsabilité prend un sens nouveau. Tout le débat se joue autour des procès de l'épuration. C'est-à-dire, il naît de la condamnation à mort de Brasillac, qui a choqué tout le monde, y compris les écrivains intransigeants. Et en fait, on a une polarisation entre, d'un côté, des indulgents, de l'autre côté, des intransigeants. On a juste titre dit que c'était gaulliste et communiste. Ça ne peut se résumer à ça. C'est aussi une guerre de génération.
c'est-à-dire entre la génération d'avant-guerre, Pollan, Mauriac, Duhamel, et la jeune génération issue de la résistance, donc Sartre, Camus, Vercors, qui, eux, vont imposer la notion d'une responsabilité quasi illimitée de l'écrivain. Histoire vivante, cette semaine, Céline. Aujourd'hui, aux armes, etc. Tout ça pour ça. L'horreur de 14-18, le triomphe du voyage au bout de la nuit en 32, le scandale des pamphlets, la fuite à Sigmaringen, l'exil danois, pour finir en quasi-clochard dans un pavillon de banlieue grisâtre du côté de Meudon. Tout ça pour ça. Épilogue décidément très célinien. C'est donc ici, aux 25 terres de la route des Gardes, que le docteur Destouches accomplit un ultime voyage, quasi immobile. De ce pavillon vont sortir 3 chefs-d'œuvre hallucinés. D'un château l'autre, Nord et Rigaudon. Lorsque Céline met le point final à ce dernier, le 30 juin 1961, il lui reste juste assez d'énergie pour écrire « Mon cher éditeur et ami », toujours câlin, une dernière lettre à Gaston Gallimard. Je crois qu'il va être temps de nous lier par un autre contrat, pour mon prochain roman Rigaudon, dans les termes du précédent, sauf la somme, 1500 nouveaux francs au lieu de 1000. Sinon, je loue moi aussi un tracteur et vais défoncer la NRF et par saboter tous les bachots, qu'on se le dise. Céline meurt le lendemain de cette dernière lettre. Bien amicalement vôtre, Destouches. 4 années avant la dernière lettre envoyée à Gaston Gallimard, l'écrivain et journaliste neuchâtelois Louis-Albert Zbinden rencontre à Meudon, aux 25 terres de la route des Gardes, Louis-Ferdinand Céline. Céline, je voudrais vous poser une question peut-être un peu naïve pour commencer. Je verrai bien la réponse que vous y faites. Pourquoi est-ce que vous avez fait paraître ce nouvel ouvrage, D'un château l'autre ? Dame, évidemment, c'est surtout pour des raisons, il faut bien le confesser une fois de plus, pour des raisons économiques, pour parler gentiment, que... ça va pas ? Que... je suis l'objet d'une sorte d'interdit depuis un certain nombre d'années et que, en faisant paraître un ouvrage
qui est malgré tout assez public, puisqu'il parle de faits bien connus et qui intéressent tout de même les Français. Je parle de Pétain, je parle de Laval, je parle de Sigmaringen. C'est un moment de l'histoire de France, qu'on veuille ou non. Il peut être regrettable, on peut le regretter, mais enfin, c'est tout de même un moment de l'histoire de France. Ça a existé, et un jour on en parlera dans les écoles. Oui, nous y reviendrons d'ailleurs tout à l'heure si vous le voulez bien, mais j'aimerais quand même que nous abordions pour commencer le problème littéraire. Nous sommes intéressés de savoir, moi je le sais puisque j'ai lu votre ouvrage, mais ceux qui ne l'ont pas encore lu se demandent certainement si cet ouvrage ressemble pour le style, par exemple, d'abord à vos anciens ouvrages, aux voyages, par exemple. Il est difficile de changer le style, c'est même impossible. Les peintres, paraît-il, changent de style, mais enfin, oui, les écrivains aussi. Moi, je ne crois pas que ça me soit arrivé. N'est-ce pas, l'histoire, l'affaire du style, si j'ose dire, m'intéresse plus spécialement. Ça m'intéresse plus spécialement parce que je suis un styliste, j'ai cette faiblesse, et je crois que c'est une faiblesse peu répandue. Mais il faut dire que c'est ce qui est le plus difficile, le style, n'est-ce pas? C'est envoyer des messages ou des pensées profondes. Je n'ai qu'à ouvrir un ouvrage spécialisé, j'en ai plein, n'est-ce pas? Et j'ai qu'à regarder dans la médecine, je vais être plein, je vais facilement briller, étinceler, n'est-ce pas? Non. Donc je suis un coloriste, n'est-ce pas, de certains faits. Alors, je me suis trouvé devant des circonstances où, par hasard, la matière à décrire était intéressante. Proust s'occupait des gens du monde. Je me suis occupé des gens qui venaient à ma vue et à mon observation. En vous entendant donner une importance aussi grande au style, on pourrait croire que vous êtes d'abord, disons le mot, un esthéticien. Mais cela ne me satisfait pas, en tout cas pas, parce que j'imagine que la littérature pour vous a tout de même d'autres utilités. Elle a par exemple celle de vous situer, de vous reconnaître au sens premier du terme. C'est tout de même une chose importante. Vous écrivez, ça n'est donc pas... Vous n'êtes pas un mandarin de la littérature. Vous êtes au centre même de vos ouvrages. Monsieur là, nous touchons une notion très délicate. Je crois que j'ai eu, inconsciemment sans doute, mais j'ai eu grand soin de ne pas être mandarin de la littérature. Je l'ai, pour ainsi dire, cherché. Et pour tout avouer, et si je me suis mis tant de gens à dos, l'hostilité du monde entier, je ne suis pas très certain que ce ne soit pas volontairement, précisément pour ne pas être populaire et ne pas avoir à être flatté par un tel et prendre de l'importance, qui est une chose hideuse, n'est-ce pas? J'ai donc cherché, pour ainsi dire, la modestie et même la réprobation générale. Je ne peux pas dire que je l'ai absolument cherché, mais c'est trouvé. Si j'avais voulu l'éviter, il était bien simple de l'éviter, je n'avais qu'à me taire. Je ne me suis pas tué en 37 ou 38, je n'avais qu'à me taire, on me laissait bien tranquille. Je me suis mis dans une histoire bien horrible, et puis cela m'a valu un détachement et une hostilité totale, n'est-ce pas? Mon Dieu, dans laquelle je suis, ainsi dire, le mandarin, si vous voulez, dans l'opprobre, puisque je vois actuellement, par exemple, même des gens que l'on m'a considéré pour avoir été collaborateurs, qui me honnissent absolument, n'est-ce pas? Et qui reprennent les mêmes calomnies que les partisans de M. de Gaulle, de M. résistant quelconque. Évidemment, je suis isolé, pour ainsi dire. Et isolé, c'est pour être plus en face de la chose. J'aime beaucoup l'objet, et c'est pas beaucoup apprécié à l'époque où nous sommes. On s'occupe beaucoup plus de la personnalité, n'est-ce pas, que de l'objet, n'est-ce pas? Alors on est personnaliste, n'est-ce pas? De même qu'on est verbaliste. Ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas du tout. Et alors, je suis un travailleur de la chose en soi. Ça, ce n'est pas du tout apprécié de nos jours. Ça ne se prend jamais.
À moins qu'il se produise une révolution antimatérialiste à un moment donné, dans des siècles et des siècles. Mais pour le moment, nous sommes évidemment à l'époque de la publicité, de la mécanique. Alors, le robot génial, n'est-ce pas, et l'auteur à succès, n'est-ce pas, voilà, n'est-ce pas, c'est vrai. Être en face de la chose. À quoi donc peut bien faire allusion Céline? En tâchant de garder la chose secrète, à couvert. Se dissimule-t-il ici? Ou parle-t-il de ce cœur complexe qui échappe au verbe? Ce cœur complexe que l'on sent cependant palpiter à certains moments de nos propres vies, dans certaines urgences, certaines inquiétudes, certaines passions. Être en face de la chose. La chose. L'objet. Ce qui relèverait du style, du savoir-faire. L'écriture est avant tout un métier. Alors, comme dirait Ramu, on fait son métier, son petit métier. Nous en avons déjà parlé en début de semaine, lors de l'année Céline célébrée en 2001 en France, un incident. Le ministère de la Culture fait inscrire dans son très officiel calendrier républicain des célébrations nationales le nom de Louis-Ferdinand Céline. On trouve alors un texte du professeur Henri Godard, spécialiste de l'écrivain. Sur 3 pages, il s'y demande si l'on doit, si l'on peut célébrer Céline, avant de conclure en soulignant son apport majeur à l'histoire littéraire, que cela ne saurait évidemment être possible qu'à ce titre. Ce qui n'est pas du tout l'avis de Serge Klarsfeld, qui, en sa qualité de président des fils et filles des déportés juifs de France, s'insurge en ces termes. Céline, dont les immondes écrits antisémites ont contribué à l'assassinat massif des Juifs, vient d'être proposée par le ministère de la Culture comme digne d'être célébrée à l'occasion du 50aire de sa mort. L'officiel recueil des célébrations nationales a inclus l'infâme Céline comme un de ceux dont la vie, l'œuvre, la conduite morale, les valeurs qu'il symbolise sont aujourd'hui reconnues comme remarquables. Dans son avant-propos, Frédéric Mitterrand exprime son admiration pour cette brochure grâce à laquelle se réécrit au fil de ses 300 pages une histoire de France propre à charmer nos imaginations et nos esprits contemporains. Marc-Édouard Nab, écrivain, sera du côté de Céline dans Le procès Céline, le prochain documentaire d'histoire vivante que vous pourrez découvrir dimanche soir sur RTS2. Ah, c'est très bien, c'est tout à fait très bien. Moi, je suis d'ailleurs, je trouve que ça part d'un très bon sentiment, même de la part de Frédéric Mitterrand, qui a essayé au moins de le faire passer. Alors après, j'imagine que c'est pas du tout de gaieté de cœur qu'il est revenu et qu'il s'est laissé prendre pour un dégonflé auprès de tout le monde. Mais il a quand même essayé. Quant à Klarsfeld, lui-même, il est dans son rôle. Il était évidemment pas très étonnant qu'un Klarsfeld essaye de tout faire pour empêcher ça, vu son histoire. En revanche, les Céliniens, c'est-à-dire ceux qui ensuite se sont offusqués de ça, et qui ont répété le fameux cliché. Oui, il y a d'un côté il y a le génial écrivain, de l'autre il y a le salaud, et il faut savoir faire la part des choses, comme on a pu lire dans la préface du catalogue de ces célébrations. C'est eux, à mon avis, qui sont à incriminer. Parce que d'un côté, ils rêvaient finalement quoi? À une reconnaissance, à une consécration officielle, ce qui est absolument contraire avec Céline. De toute façon, d'une manière générale, d'ailleurs c'est quelque chose de très propre au destin entume et posthume de Céline, c'est que ceux qui croient être les plus proches, ceux qui sont les spécialistes de Céline, sont ceux qui lui font le plus de mal. Ça, c'est mon avis. Alors que les ennemis tranchés, véridiques et sincères ne font que le faire grandir. Alors, j'ai trouvé, moi, je suis imaginé les causes de la guerre que j'ai attribuées à certaines sections, n'est-ce pas? Monsieur Philippe Labelle devait tous ses malheurs aux Templiers, n'est-ce pas? Les jansénistes ont été poursuivis pendant 4 ou 5 siècles. L'histoire de Port-Royal n'est pas complètement terminée. On en parle encore. Les jésuites ont été
persécuté, etc. Alors, peut-être que j'ai accroché une secte qui n'était pas si déméritante que je l'ai dit, peut-être, mais la preuve est à faire, elle se fera par l'histoire, n'est-ce pas? Enfin, disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Sans ça, je n'ai évidemment rien. Je ne me trouve nulle part en conflit avec les sémites, je n'ai pas de raison. Mais autant qu'ils constituaient une secte comme les Templiers ou les jansénistes, j'étais aussi formel que Louis XIV. Il avait des raisons aussi pour évoquer l'édit de Nantes, n'est-ce pas? Et Louis XV pour chasser les jésuites, n'est-ce pas? Alors voilà, n'est-ce pas? Je suis pris pour Louis XV, pour Louis XIV. C'est évidemment une erreur profonde, alors que j'avais qu'à rester ce que je suis, n'est-ce pas? Et tout simplement me taire, n'est-ce pas? Et là, j'ai péché par orgueil, n'est-ce pas? Et je l'avoue, par vanité, par bêtise. Je n'avais qu'à me taire, n'est-ce pas? Et ce sont des problèmes qui me dépassaient de beaucoup. Je suis né à l'époque, on parlait encore de l'affaire Dreyfus, n'est-ce pas? Tout ça, c'est une vraie bêtise dont je fais les frais. Et en ce moment-ci, remarquez que je suis accablé par toute espèce de gens qui me trouvent transfuge, relapse, vendu, etc. Enfin, qu'est-ce que vous pensez de cet opprobre? Oh, rien du tout. Je dis que bientôt j'aurai 65 ans, j'aurai la retraite des médecins, 200 000 francs par an. Et que, mon Dieu, je resterai bien tranquille. Je serai parvenu tout de même à passer à travers la plus grande chasse à courre qu'on ait organisée dans l'histoire. Et c'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Je n'ai renié rien du tout. Je ne change pas d'opinion du tout. Je mets simplement un petit doute. Mais il faudrait qu'on me prouve que je me suis trompé. Et pas moi que j'ai raison. Mais écoutez, vous disiez que vous étiez un pacifiste et que vous l'êtes encore. Ah, absolument. Mais comment concilier ça avec le fait que vous ayez vanté l'armée allemande, par exemple? L'armée allemande, je la vantais avant qu'elle pénètre en France et fasse la guerre. Je trouve qu'elle était un bon moyen d'être une force. La Suisse a une armée, et la principauté de Monaco a une armée. Le glaive, évidemment, c'est la force, n'est-ce pas? C'est l'ordre. Et alors, l'ordre, maintenant, il n'y a plus de force nulle part. Alors, on ne peut pas le maintenir. Puisque si on s'adresse en français, je pourrais leur dire que s'il y avait toujours eu une armée allemande et si on n'avait pas déclaré la guerre, et si l'Allemagne était ce qu'elle était, eh bien, ils auraient conservé l'Algérie sans mal, ils n'auraient pas perdu le canal de Suez, ni l'Indochine. Ils ont introduit le désordre en démolissant une structure. De même qu'on a démoli les Habsbourg, on n'a remplacé par rien, n'est-ce pas? Mais vous croyez que l'impérialisme allemand n'était pas aussi un agent capable de démolir des structures et de faire perdre à la France sa primauté? Je crois qu'on pouvait, à mon avis, je crois qu'on pouvait très bien négocier avec les Allemands avantageusement, à savoir que nous avions encore sur eux du prestige. Ils se souvenaient de la tripotée de 18 et ils en gardaient un très beau respect. Vous savez, pour conduire les peuples, il faut avouer que depuis le commencement du monde, on n'a jamais eu de prestige que de la guerre qu'on vient de gagner et le prestige de celle qu'on va gagner. Espérons. Ainsi qu'un doyen, un président de l'Académie de médecine, à l'âge de 80 ans, avait fait le tour du monde. Il s'était mis à faire le tour du monde. Et avec sa gouvernante. En revenant, elle a dit, oh, il n'y a pas de valeur spirituelle, ni artistique, tout ça n'existe pas. Il y a simplement deux choses qui comptent, le prestige de la guerre qu'on vient de gagner et le prestige de la guerre que l'on vous prête à gagner. Et c'est tout. Par conséquent, nous avions le prestige d'avoir gagné la guerre 18. Il fallait conserver ce prestige à toute force, n'importe quel moment, ne pas le mettre en péril, ne pas le mettre sur la table, ce prestige, n'est-ce pas? C'est ça que je voyais, et que je vois encore d'ailleurs. On conservait le petit poilu, 18, Verdun, ça comptait énormément, ça comptait beaucoup. Et alors, on ne nous attaquait pas, personne ne bougeait, le Suez ne bougeait pas. Suez ne bougeait pas, l'Indochine ne bougeait pas, l'Algérie ne bougeait pas, le Maroc ni la Tunisie, tout le monde restait en place.
Ça, il suffisait simplement d'envoyer un bataillon de la Légion, régler tout. Tandis que maintenant, pardon, n'est-ce pas, tous ces gens-là ont appris que nous étions faibles. Et dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais beaucoup ménagé les faibles, qu'on ait dit ou non. C'est là que je voyais l'armée allemande utile, le gendarme allemand. Oui. Voilà, c'est tout. C'était simplement ça. Je me suis peut-être trompé. Moi, je ne demande pas, mais je ne discute pas. Moi, je suis au bout du rouleau. On pourrait quand même s'étonner d'une chose, Monsieur Céline, c'est qu'au moment où les événements ont tourné, ou autrement dit, où les puissances de l'Axe ont commencé de ne plus avoir le vent en poupe, vous ayez persévéré. Est-ce que c'était pour vous une question d'honnêteté ou de conscience? Expliquez-moi un peu. Monsieur, je n'ai jamais persévéré à rien de ces affaires politiques. Non, du tout. Je n'ai jamais collaboré à aucun journal, ni donné des interviews, ni parlé à la presse, ni voté, ni fait partie d'un parti. Je suis absolument strictement indépendant et je m'élevais simplement comme écrivain. Je croyais dans ma vanité pouvoir influencer qui que ce soit en faveur de la paix. Bon, c'est tout, strictement tout. Notre épisode était intitulé « Aux armes, etc. » Une réalisation de Thierry Châtel. Demain, rencontre avec Antoine Demeaux, co-auteur avec Alain Moreau du prochain documentaire d'histoire vivante, Le procès Céline, à voir dimanche soir sur RTS 2. Histoire vivante vous donne rendez-vous demain dans le journal La Liberté pour d'autres développements du sujet. Cette émission vous a été proposée par Jean Leclerc avec la collaboration de Corinne Rochat, Valérie Dantan, Thierry Châtel et les voix de Jean-Marie Châtaignier et Yves Yény. Vous pouvez nous écrire ou télécharger nos émissions sur notre site internet rts.ch/histoire vivante ou commander des CD de l'émission en appelant le 026 323 24 24. Vous écoutez la première, il est 16h.